on parle à nouveau du même sujet dont on a parlé l'autre fois, puisque c'est, si vous voyez comme la deuxième partie de l'épisode 4, où on parle du fait, comme je vous invite là, donc, pour parler du fait que la latinisation est un mythe et que la langue indo-irano-européenne commune a vraiment existé, mais les linguistes occidentaux sont depuis des siècles sur une fausse route, sur une mauvaise piste. C'est pour cela qu'ils n'ont toujours pas atteint les conclusions correctes. W. Jones, il observe que le sanskrit, les lignes et le latin proviennent d'une langue mère qui probablement a disparu. On ne sait pas quel nom ça a porté. Du coup, il l'a nommé génériquement l'indo-européenne commune. La langue indo-européenne commune. Langue qui, vu sa complexité, devrait appartenir à un peuple très civilisé, antérieur aux grandes civilisations connues, peuple qui avait inventé et utilisé une langue géniale, la langue qui est à la base de toutes les langues, tous les idiomes et les dialectes qu'on connaît aujourd'hui. Il n'y a pas de langue commune sans enseignement scolaire. Ernest Tonella, Histoire de la langue allemande. A. Collin, Paris, 1927, page 167. Vers le milieu du XVIIIe siècle, l'Allemagne possède pour la première fois une langue commune. L'allemand commun est avant tout une langue écrite. On ne peut pas l'apprendre sans enseignement scolaire. L'État, je vous ai lu ça parce que Vandriès, le langage, Paris, 1921, page 313, et la grande encyclopédie française, 18e siècle, 33 volumes. L'allemand de nos jours, il ne sert pas du tout. L'Allemagne de nos jours, il ne se sert pas du tout de la langue utilisée par la masse du peuple, puisque la langue allemande aujourd'hui, elle a été inventée par Adelung. Il y avait autant de dialectes, des centaines de dialectes en Allemagne, à tel point que les ordonnances administratives étaient incompréhensibles pour la plupart de tous ces Allemands-là. Du coup, on a dû inventer et faire appel à cette invention, à cette langue commune imposée administrativement par mass media et l'école de nos jours, pour se faire comprendre les uns aux autres. Pour continuer, donc là on parle quant à la langue, on se fait rapporter quant à la langue française, quant à la langue anglaise, allemande, etc. Vous allez voir pourquoi. Parce que là je vais vous présenter l'état de toutes les langues européennes pour vous prouver qu'en fait en Europe, il n'y a aucune langue, mais que des idiomes et des dialectes, sauf une. Donc à l'exception d'une seule langue multimillénaire, vous n'allez même pas deviner laquelle. La misère orthographique est chez nous considérée par certains comme une calamité nationale. Là on parle de la langue française et on vient de citer Capital, le langage, blablabla, Antoine Meillet, Laviosa Zambotti, Arsène Darmesteter, L.A.V., F. Bruno, Ferdinand Bruno, Gramont, Bréal, bref, etc. L'anglais n'a presque aucun son de commun avec le français. Il faudrait pour l'anglais des signes différents. L'orthographe du français ou de l'anglais est abominable. L'hypothèse d'une langue parfaite projetée dans le lointain de la préhistoire est purement chimérique, tout autant que l'idée d'une langue qui ne changerait pas à jamais, figée dans l'immobilité. Page 404-405, Vandriès, le langage. Voilà, les Occidentaux
à l'époque, comme de nos jours aujourd'hui, ils ont l'air de ne pas se rendre compte qu'en fait, ce qu'eux, ils disaient que ça n'existe pas, en fait, cela existait et c'était pas loin de chez eux. C'était juste à 1000, 2000 à peu près kilomètres distance. Encore une citation qui est très importante. Euh, Ferdinand Bruno, Dominus du Gange, montre que les anciens habitants de la Gaule se nommaient Romans et ils parlaient la langue romane, pas romaine. Donc on ne parle pas la langue romaine de l'Empire romain, mais d'une langue romane, comme les langues romaniques, longtemps avant César et l'apparition de Rome. Rome a été fondée en 753, hein, avant notre ère. Donc, elle est bien récente du point de vue de l'histoire de l'humanité. Donc, on ne peut pas compter sur la langue latine pour considérer les autres langues européennes. Ça veut dire quoi? Que tous ces peuples européens qui existaient avant la fondation de Rome antique, de la Rome antique, ils ne pouvaient pas parler entre eux avant que le latin fut inventé par les scolaires et latin, parce que vous savez très bien, sinon vous n'avez qu'à regarder l'épisode antérieur, la langue latine, ce n'est qu'un idiome administratif inventé dans des buts administratifs, parce qu'on ne s'entendait pas avec ces soldats-là qui étaient latins qu'avec le nom, puisqu'ils étaient syriens, dalmates et tout ce que vous voulez, mais ils ne parlaient pas le latin, ils parlaient tous la langue de leur pays d'où ils provenaient. Du coup, ils ne pouvaient pas se faire entendre les uns aux autres et surtout pas les ordonnances qu'on leur envoyait n'étaient pas du tout compréhensibles pour la plupart d'entre eux. William Jones, 1786. À la base des similitudes entre la langue helléne, latine et sanscrite, il crée donc le concept de l'indo-européen commune, langue indo-européenne commune. En fait, c'est l'indo-irano-européenne commune, comme on a déjà dit. Et donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à utiliser dénommer ainsi cette langue commune qu'on suppose être à l'origine de tout et que tous les linguistes considèrent être disparue. Mais vous allez voir qu'elle n'est pas du tout disparue, elle a toujours été là. Une langue ne peut pas mourir, sauf si elle est morte, comme le sanskrit, le latin. Le sanskrit, le latin sont depuis toujours des langues mortes. C'est pour ça que leur mécanisme de communication artificielle destiné à des groupes restreints de personnes pour des usages spéciaux et surtout pour l'écriture, et non pas pour des grosses collectivités humaines qu'on puisse déterminer historiquement parlant, surtout pas pour la communication de tous les jours pour ces peuples-là, de ces espaces-là respectifs. Donc toutes ces langues sont mortes. Elles ne peuvent pas disparaître comme ça. Puisque la continuité physique des habitants de la péninsule indienne, grecque et italique, on ne peut pas s'en douter. Hein, donc ils existent là, ils vont toujours exister. Puisqu'on ne peut pas donc nier leur existence. On ne peut pas donc expliquer d'une manière logique, par un système logique de réflexion, ces langues-là. Donc eux, ils existent toujours, mais leur langue, soi-disant, qui parlait à longtemps, n'existe plus. Il y a quelque chose qui ne va pas là, dans cette équation. Là. Depuis l'époque de Boëthius et Dante, ça fait un millénaire, la population continue de vivre là-bas. Boëthius écrivait en latin, Dante écrivait en une langue populaire. Donc ça veut dire qu'il existait deux langages parallèles, un qui était artificiel et un qui était scolaire, administratif, fabriqué par ceux qui étaient érudits pour l'oligarchie. L'autre que Dante appelle noble
connu et parlé par la population de la péninsule. Il est regrettable qu'aucune encyclopédie de jusqu'à maintenant n'a jamais reconnu l'importance de cette langue qui se retrouve toujours en Europe depuis toujours. Comment est-ce qu'on a pu l'ignorer? Pire encore, j'ai retrouvé des textes dans lesquels ces chercheurs occidentaux disaient puisque cette langue, elle a été née dans des conditions vraiment à part, il faut la négliger de cette manière, puisqu'elle s'est développée d'une manière isolée, elle a donc un caractère isolé, elle n'a rien à voir dans cette affaire de linguistique, donc on va la négliger. Et voilà, parce que vous l'avez négligée, mes chers linguistes occidentaux, surtout français, allemand, anglais, puisque vous l'avez négligée, vous n'avez toujours pas atteint les conclusions correctes. Bon, c'est surtout à ces linguistes-là de 1800 et quelques, 1900 au début du 21e siècle, etc., que je m'adresse. Voilà. Il y a eu même des situations dans lesquelles, juste une chose, cet ouvrage, il a été écrit premièrement, tout d'abord en français. Il a été lu par quelques grandes personnalités de la linguistique universelle, les messieurs Alf Lombard, professeur à l'université de Lund, Suède, Jacques Goudet, le président de l'université Jean Moulin de Lyon, France, Gaston Tuaillon, professeur à l'université de Grenoble, France, et aussi par beaucoup d'autres personnalités. Mais bon, à cause de l'espace insuffisant, on n'a pas pu donner ici leur impression qui existe, archivée quelque part ailleurs. On va vous lire ça avec une autre occasion. Bon, tous ces gens-là, ils sont tout à fait d'accord avec ce que je vais vous lire là. Donc, c'est des scientifiques, des linguistes qui ont dit, c'est vrai, comment on a pu ne pas penser à ça. Il y a par exemple une langue très intéressante en Europe qui aurait dû être étudiée pour qu'on puisse compléter le tableau des langues latines, puisque quelles sont les langues latines? L'italien, le français, le portugais, l'espagnol et le roumain. Malheureusement, pour la plupart des Européens, ils pensent que le roumain, c'est une langue slave ou je ne sais pas quoi encore, ou qu'elle devrait être négligée, ou qui sait quoi encore. Bon. L'éminent romaniste français Jacques Goudet est d'avis que le roumain constitue la pierre angulaire de toute la linguistique romane, donc l'étude des langues romaniques. En même temps, on constate que la Roumanie étant loin, traditionnellement, les romanistes ne savent guère le roumain. Et c'est en ce fait que réside, à notre avis, du moins en partie, le peu de progrès réel de la linguistique romane quant à l'éclaircissement de ces questions essentielles. Dans un livre dont la documentation est vraiment impressionnante, l'auteur H. Hubert arrive sur une question de langue à des conclusions inexactes uniquement parce qu'il ignore le roumain. En parlant de certains mots considérés spécifiques au monde celtique, il affirme « Il arrive que ces mots manquent à d'autres langues ». Mais si l'auteur avait connu le roumain, il n'aurait pas pu affirmer une bêtise pareille, que ces mots manquent à d'autres langues, car dans le roumain, il y a plusieurs mots, tous populaires et tous avec étymologie inconnue, qui sont similaires à tous ces mots-là en langue celtique ou gaélique, etc. Bon, voilà, il faut laisser un peu tomber tout ce protochronisme. Les Prisci latini qui ont amené avec eux en Italie la langue dont on va composer plus tard le latin classique, connaissant des textes. Ces Prisci latini, devinez d'où ils vinrent. Ils venaient,
Si l'on désire par contre expliquer l'existence du latin par la néolithisation de la péninsule de l'Italie, par les peuplades danubiens, donc qui venaient du bas du Danube, on prendra le moment historique d'environ 1400 avant notre ère, lorsque les Prisci latini pénétrèrent en Italie en vagues successives, venant de bas Danube, et lorsque la civilisation et la langue de l'espace carpatique étaient florissantes, eux, ils ont amené donc avec eux cette langue et culture danubienne carpatique. Bon, encore une citation qui va nous approcher de notre but. Cette langue indo-irano-européenne était une langue qui, avant que l'écriture soit apparue, c'était une langue qui était transmise de père à fils, de mère à fille, donc par voie orale, d'une génération à l'autre. On a toujours reproché à l'oralité l'incapacité de tout conserver, surtout en ce qui concerne la réflexion, les abstractions. C'est vrai, mais d'un autre côté, un aspect qui échappe à tous ces scientifiques-là, l'oralité a l'avantage de conserver l'essentiel, surtout pour les nécessités vitales. L'écriture garde tout, même les erreurs, même les fausses idées. Surtout l'excès d'informations qui, sans aucun doute, contient des choses inutiles et beaucoup de ballast intellectuel. Donc, ça veut dire qu'il y a des cas où l'oralité a été beaucoup plus importante que l'écriture et a mieux fait, a été un avantage. Parce que l'oralité ne fait que garder que les questions strictement utiles pour la naissance, la conservation et le perfectionnement de la vie, surtout les nécessités de communication entre les gens d'une société humaine. Aucune génération ne pourrait s'en priver sans affecter l'intégrité et la qualité de l'existence du groupe. Notre groupe Pelasgos, comme vous voyez, il est bien actif. Bon, donc, à notre avis, l'écriture aurait contribué à la perte d'une bonne partie de ces mots archaïques qui nous aideraient beaucoup à mieux comprendre, pas seulement la langue indo-européenne commune, mais la culture de ce peuple primitif, c'est-à-dire primordial. Ainsi qu'on peut accepter que l'absence de l'écriture pour un certain laps de temps dans l'espace carpatique a assuré la conservation de tout ce qu'il y avait de fondamental pour l'existence de cette population qui est à la base des peuples latins, grecs, celtes, nordiques, germaniques, etc. Le lexique nécessaire pour la communication et pour la transmission de l'expérience existentielle d'une génération à l'autre. Les productions folkloriques. C'est pas pour rien que le folklore de l'espace carpatique est l'un des plus riches de l'Europe. Bon. Là, j'ai les cartes pour vous montrer ce que Maria Gimbutas appelle Old Europe. C'est Old Europe, c'est-à-dire l'espace européen qui est le plus ancien, habité de la période la plus ancienne de l'histoire de l'humanité, se trouve dans l'espace carpatique. C'est normal qu'on aille chercher là-bas la langue la plus ancienne, n'est-ce pas? Mais bon, est-ce que, je ne sais pas, on se demande, est-ce que l'histoire s'écrit politiquement ou qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a toujours évité d'une manière successive, excessive surtout, et très obsessive encore, d'étudier ce coin-là de l'Europe, cette langue-là de l'espace carpatique? Pourquoi?
est-ce que l'histoire a été écrite politiquement jusqu'à présent? Dans les autres épisodes, j'ai prouvé que oui, depuis l'époque romaine jusqu'à la contemporanéité. Il y a eu des scientifiques français et pas seulement occidentaux qui sont venus à ces conférences-là, quand on a découvert dans l'espace carpatique les hominidés les plus anciens au monde, on est venu là-bas et on a dit, à l'époque la Roumanie était en plein essor communiste et on l'a considéré donc arriéré. Et on a dit tout simplement comme ça, vos recherches archéologiques, vos fouilles, les résultats de vos fouilles archéologiques sont exceptionnels, sont extraordinaires, mais vous voyez, je suis désolée, et il s'adressait à ces archéologues-là et anthropologues-là roumains qui avaient découvert les plus anciens sites archéologiques du monde. Et on leur a dit tout simplement comme ça en face, je ne peux pas retourner en France et dire que le berceau de l'humanité se trouve en Roumanie. Mais bon, voilà, on a survécu. Et maintenant, il faut, quand je vois toutes les centaines de milliers d'euros que les équipes scientifiques occidentales investissent annuellement pour retrouver ces langues, cette soi-disant langue primordiale, quand les réponses se trouvent dans nos bouquins. Bon, là, je vous cite pas tous les bouquins là, mais la plupart des bouquins que je vous cite quand je parle de la langue indo-irano-européenne commune sont les bouquins de la fondation de Gundire, membre fondateur Gabriel Gheorghe, puisque c'est lui seul qui a osé écrire sur ce sujet, malgré tous les bâtons dans les roues qu'on lui a toujours mis, puisque normal, ça ne convenait pas qu'il vienne contredire tous ces académiciens-là qui disaient hey, « Écoute, je suis académicien, comment tu peux me contredire ?» Et mais voilà, de nos jours, en un seul clic, l'information fait le tour du globe et on ne peut plus cacher toutes ces réalités historiques. Les proverbes et l'histoire des langues européennes. Les résultats de nos recherches, dit Gabriel Gheorghe, dans Études de culture et civilisation roumaine, volume 2. Les résultats de nos recherches montrent que les proverbes amènent une contribution majeure à la correction des erreurs de fond, principalement en linguistique, mais aussi dans l'histoire de la culture et de la civilisation. La parémiologie est là pour récupérer la vérité, pour faire la linguistique dépasser l'impasse dans laquelle la linguistique se retrouve depuis 2 siècles déjà. Pour redirectionner la linguistique vers vers la zone scientifique et non pas pour retirer, pour abandonner cette linguistique politique, cette histoire politique écrite pour ne pas déranger les intérêts, les buts et les orgueils de certains peuples et cultures. Bon, maintenant, donc on doit mettre l'accent sur la science et la pluridisciplinarité. S'il n'y a pas de pluridisciplinarité, les conclusions ça ne sert à rien d'en tenir compte. Les proverbes sont encore plus conservateurs que le lexique usuel. Les mots qui sortent de l'usage courant de la langue continuent d'exister dans les proverbes et les expressions parémiques. Par exemple, il y a des proverbes en langue française, non, je dirais plutôt en lingua franca, qui sont incompréhensibles pour les Français d'aujourd'hui. Mais n'importe quel roumain, même analphabète, il peut les comprendre. Pourquoi? Ça prouve que le roumain d'aujourd'hui et le roumain ancien a beaucoup de choses en commun avec le français ancien, mais beaucoup moins de choses qu'avec le français actuel. Pourquoi? Parce que le français actuel, comme l'italien, l'espagnol, etc., et toutes les autres langues européennes, il a été latinisé d'une manière forcée, même par épée, par la force, par le feu et l'épée, latinisé en maintes reprises pour s'éloigner
de la langue des idiots. Les idiots, c'était le menu peuple, le bas peuple qui parlait ce dialecte-là, cette langue-là, indo-irano-européenne commune, qui faisait honte à l'aristocratie française. Les proverbes font la connexion entre eux pour une durée indéterminée de temps. Comment dire, les proverbes et les expressions proverbiales contiennent des éléments lexicaux dans des systèmes associés que les parleurs, les gens qui parlent plus jeunes, qui apprennent la langue, ils les reçoivent tout près, déjà formulés, par transmission spontanée, au fur et à mesure, au contact entre générations. Personne ne s'est jamais dit changeons ce proverbe, je voudrais le modifier. Non, parce qu'ils sont façonnés, tous ces proverbes ont atteint leur meilleure forme après toutes ces générations qui les ont utilisés, et ils compriment en eux l'histoire du peuple lui-même, pas que l'histoire de la linguistique, de la langue en elle-même. Je ne sais même pas quoi vous dire. Donc, toute cette archéologie linguistique, toutes ces reliques linguistiques, toute cette archéologie linguistique, à l'aide de la parémiologie, récupère au moins partiellement la langue primaire de l'espace européen. On a constaté, les linguistes, les passionnés de la linguistique, on a pu constater que la langue française populaire, datant des siècles XII et XIV, depuis le XIe jusqu'au XVe siècle, et même les siècles ultérieurs, pour lesquels on a des archives écrites, certes, on a des mots, des nombreux mots qui font partie du vocabulaire paysan, qui se retrouvent plus aujourd'hui dans la langue française, mais ils se retrouvent en roumain. Pourquoi? Puisque le roumain, il est à 2500 km de distance. Quelle est la liaison entre ces deux langues? La langue latine, vous allez me dire? Non, puisque la langue latine est une création tardive. Oui, du point de vue de l'histoire de l'humanité. Voilà. Pourquoi le roumain serait la seule langue naturelle, biologique naturelle de l'Europe? Parce qu'une langue naturelle, biologique doit et a une organicité propre avec des racines propres qui puissent composer les mots qui composent la langue, ce qui n'est pas le cas pour le français, l'anglais. C'est-à-dire, ce n'est pas le cas pour les dialectes et les idiomes tardifs, artificiels. Artificiels, quand je dis artificiels, ça veut dire qu'ils ont été créés par l'homme, latinisés d'une manière artificielle par des scolaires, par des savants. André Lefebvre, Les races et les langues, Paris, 1893. Voilà que c'est difficile déjà de dire 93, comme je disais dans l'autre épisode, mais pour ceux qui ne l'ont pas vu. C'est compliqué de dire 93. Donc, en français, les gamins tout petits doivent d'abord savoir calculer, savoir que 93, ça veut dire 4 fois 20 plus 10 plus 3, c'est-à-dire plus 13. Donc, on doit savoir d'abord calculer avant d'apprendre à énumérer les chiffres, numéroter, ce qui n'est pas du tout naturel. Donc, André Lefebvre dit, en parlant toutes ces langues qui proviennent tous de cette base commune, l'indo-européen commun. Aucun idiome ne tend à l'état organique. Tous s'en éloignent. Tous à divers degrés sont, non pas des ébauches, mais des vestiges du type intérieur et inconnu. Le même auteur, dans le même bouquin, il écrit « Le grammaire comparé nous répète les idiomes dont on parle, ceux qui proviennent de la langue indo-européenne commune, ne peuvent pas expliquer par eux-mêmes leur forme, leur composition. Aucun d'entre eux ne s'explique par soi-même.
mais les uns s'expliquent par les autres. Encore une chose qui est louche, pour que je dise ainsi. Pour comparaison, voilà l'opinion d'Antoine Meillet, le plus grand linguiste de la France et l'un des plus importants sur le plan international. Préface au dictionnaire étymologie de la langue française de Bloch-Wartburg, qui est étymologique que par le nom, dit Gabriel Guerguet. Les mots français ne se groupent guère en famille. L'isolement est l'état normal du mot français. En règle générale, il faut se reporter au latin pour comprendre les rapports que se tiennent entre les mots français. Le français, c'est une composition tardive, oui, on le sait maintenant, un produit artificiel de tous ces scolaires, de ces savants-là, qui se sont substitués au peuple pour confectionner eux-mêmes, par leur propre permission qu'ils se sont donnés à eux-mêmes, un jargon stérile et artificiel et tout pauvre qui, pour remplacer la soi-disant langue parlée par les Disios, qui n'était que le français ancien. Et ils ont fait ça par mass média de nos jours, mais par l'épée, comme je vous disais, en introduisant par la force du roi la langue du roi, qui n'était qu'un snob. Voir Gaston Tuaillon, un texte juridique du XIIIe siècle en langage dauphinois, en La Burtifelle, 1982. Même au XXe siècle, l'article du professeur Tuaillon de l'Université de Grenoble, il est plein de pittoresque. On voit que même au XXe siècle, beaucoup de Français sont bilingues, c'est-à-dire en 1950, on rencontrait toujours des personnes âgées qui ne comprenaient même pas le français, pourtant ils étaient tous nés en France. Dans le Midi, presque personne, même dans les classes cultivées, ne parle le français. Passé Montmorillon, rapporte La Fontaine, on ne parle quasi plus français. Et Racine affirme qu'à Uzès, il a autant besoin d'interprètes qu'un moscovite en aurait besoin dans Paris. Grégoire, à la suite d'une remarquable enquête qu'il avait faite en 1790 sur la diffusion du français dans les provinces, était arrivé à la conclusion suivante. Au moins 6 millions de Français sur 25 millions à cette époque-là, surtout dans les campagnes françaises, ignorent la langue, ce qu'on appelle la langue nationale, en nombre égal et à peu près incapables de soutenir une conversation suivie. En dernier résultat, le nombre de ceux qui la parlent purement n'excède pas 3 millions et probablement le nombre de ceux qui l'écrivent correctement est encore moindre. Ce qui est le cas toujours de nos jours. Heureusement qu'on a eu l'idée récemment de l'écrire tel qu'on l'entend. Ça fait des années que je me demande pourquoi on n'a pas fait ça jusqu'à maintenant. Rapport lu à la Convention, séance du 16 prairial, deuxième année. Le nombre de témoignages pareils est énorme. Pendant la deuxième année de la Révolution française, 1790, encore plus tard, dans des régions de la France, jusqu'à la moitié du 19e siècle, la France n'était pas encore francophone. Même de nos jours, on a encore le breton, le basque, le provençal, l'occitan, qui sont non intelligibles pour les Français. Ferdinand Bruno, Histoire de la langue française, volume 1, page 533. Quelque factice qu'il ait été, ou plutôt précisément parce qu'il est factice, ce mouvement d'imitation savante annonce mieux que tout autre les destinées ultérieures de notre langue. Plus tard, après bien des débats et bien des essais, on reconnaîtra combien cette pensée était inconsidérée. On changera de modèle, on renoncera même enfin à en prendre un au dehors, mais il y a une chose à laquelle on ne renoncera plus, c'est à l'idée que la langue peut et doit être cultivée artificiellement, en dehors et souvent en dépit de son évolution spontanée, naturelle, multimillénaire. Ça, c'est moi qui ai ajouté. Ce seront tour à tour les poètes, les grammairiens, les gens des cercles, les philosophes, les hommes d'État, qui prendront la conduire. Ce sont eux qui ont transformé la langue française. Pas le peuple, comme il serait normal. Mais le libre développement de la langue littéraire est fini en France au seuil du XVIe
siècle. Le même délire de grandomanie comme à Rome, quand Horatius disait Odi profanum vulgus et arceo, je hais le peuple du bas et je le garde loin de moi. Ah, il me fait honte. Quelle stupidité. Le même phénomène a opéré en France aussi, surtout après la Renaissance. C'est pour ça que le français de nos jours se trouve dans cette impasse horrible et grotesque. La langue écrite et la langue parlée se séparent de plus en plus. Ce n'est plus seulement la graphie qui diffère de la parole, chose qui, dès les plus anciennes époques, nécessite une critique si attentive. C'est le livre qui, volontairement, par un effort conscient, s'éloigne du langage des idiots, c'est-à-dire du peuple. Ferdinand Brunon, l'histoire, comme on a déjà dit. Comment est-ce qu'on peut traiter de idiot son propre peuple? L'infériorité de notre langue, et là il parle de la langue latine classique, s'observe surtout par le fait que beaucoup d'idées n'ont pas en notre langue des termes propres et on doit recourir à des métaphores et à des périphrases. Voilà, c'est par cette langue qu'ils voulaient remplacer la langue de leurs ancêtres, par une langue stérile, pauvre et artificielle, ce qui est le idiome latin. Quand il s'agit d'énoncer des idées qui ont un nom dans des autres langues naturelles, la pauvreté de notre langue est sans limite et ça nous oblige la plupart du temps de faire appel au même mot en se répétant ainsi comme si pendant que les Romains les Grecs ont une richesse de mots et de dialectes différents. Quintilien, l'art oratorique, blablabla. Bon, c'était normal que des conceptions pareilles arrivent et des pratiques pareilles amènent à des résultats pareils. Le latin classique, c'est un amalgame d'une pauvreté gênante. C'est pas que Quintilien qui le dit, mais Boëtius, c'est pas mal d'autres auteurs que, bon, ils sont énumérés à la fin dans la bibliographie. En ce qui concerne donc le conte d'Auterive, en ayant comme base ces conclusions, on ne peut pas justifier la naissance de soi-disant langues néolatines ayant une structure grammaticale tout à fait différente par rapport au latin, comme l'observe l'érudit français le comte d'Auterive. En ce qui concerne le français, écoutons les plus autorisés spécialistes de la France. Voyons la vie du langage de Jacques Sellard, le Robert 1978, page 298, où on fait citer Clément Marot, 1496-1544, qui, à son époque, écrivait déjà avec plein de tristesse et amertume. Tout ce qui nous irrite dans l'orthographe de notre langue, complications, illogisme, inutilité, etc., et anarchie grammaticale. Nous avons là réuni les symptômes accablants du désordre d'orthographe lexical. C'est le jeu bête et méchant national. Anarchie de notre écriture nationale. Les meilleurs esprits linguistes lexicologues ne croient même plus possible une réforme quelconque de l'orthographe permettant de sortir de l'impasse actuelle. Citons maintenant Vendriès, le langage, Paris 1921. La misère orthographique est chez nous considérée par certains, comme Arsène d'Armester et Ferdinand Brunon avec Bréal Gramont, comme une calamité nationale. On prévoyait là que la différence entre le langage et l'écriture s'accentuait de plus en plus et que ça allait s'empirer. L'orthographe, Vendriès ajoute, l'orthographe française est un système conventionnel établi de toutes pièces par la volonté de quelques savantasses qui se sont trompés. C'est moi qui ai ajouté qu'ils se sont trompés. Ils ont tout détruit. Voilà juste une preuve qui est
pour tout le monde. N'importe qui peut donner plein d'autres exemples similaires. Rien que pour dire et, en français, on peut l'écrire E, E-H, E-S, E-S-T, E-T, A-I, A-I-E, A-I-E-S, A-I-T, A-I-E-N-T, A-I-E-E. C'est hallucinant. Est-ce que on peut appeler ça une langue naturelle, une langue biologique naturelle? Non. Vous devez voir qu'on n'a pas toujours écrit homme, H-O-M-M-E. Regardez, dictionnaire du français ancien. Là, regardez. On a l'année. En 1213, on écrivait H-O-M. H-O-M-E en 1816. Homme, comme de nos jours. H-O-M-S. H-O-N. H-O-N-S. H-O-U-M. Même homme, comme normalement il devrait être écrit. O-M. O-M-E. O-M-M-E. Bon, voilà, vous avez compris. Donc, en parlant à Grenoble avec les enseignantes en 1973, elle nous disait, vous imaginez pas, monsieur le professeur, quelle difficulté on a avec les enfants quand ils commencent l'école, puisqu'ils disent maman quand ils viennent au monde. Ensuite, on leur dit qu'en fait, non, il faut dire maman. Ensuite, ils arrivent à l'école et il faut leur dire qu'on doit écrire différemment de ce qu'ils entendent. Ils se demandent, mais pourquoi? Mais voilà, parce que voilà. Ça, c'est le langage voilà, qu'ils doivent apprendre. Ils entendent mère, père, et on imagine écrire M-E-R. Mais ensuite, on va à l'école et on leur dit, non, tu dois écrire M-E-R-E. Mais pourquoi il y a un E à la fin si on ne le lit pas? Bon. Voltaire. L'écriture est la peinture de la voix. Plus elle est ressemblante, meilleure elle est. En tout cas, elle devrait l'être ainsi. Voltaire, Génie des langues, volume 10, page 198, dictionnaire philosophique. On appelle génie d'une langue son aptitude à dire de la manière de la plus courte et la plus harmonieuse que les autres langages expriment moins heureusement. Bon, on a la réponse, mais le temps ne nous permet pas, peut-être dans l'épisode prochain. Dans la chronique des ducs de Normandie, 12e siècle, on trouve les mares les plus fortes, le plus grand, le plus fort. Chanson de Roland, 12e siècle. Mare, on ne disait pas grand, on disait mare, comme les Romains le disent de nos jours, comme les Romains le disaient il y a 2000 ans. Baron tant mare fus. Oh baron, tant tu fus, comme tu fus grand. Donc c'est le français. Diste l'archevêque, dit l'archevêque. Donc j'ai autant de preuves pour vous que ce qu'on vous a toujours dit à l'école, c'est faux. Heureusement que ce monsieur Gabriel Guerguet, rechercheur et passionné par la linguistique et l'histoire pluridisciplinaire, a écrit tous ces bouquins et qu'il nous donne à la fin de chaque chapitre, rien que pour ce chapitre, j'ai une centaine de sources bibliographiques occidentales, contemporaines, antiques, médiévales, byzantines. Il n'y a pas... Je n'ai pas rencontré quelqu'un qui puisse combattre les arguments de ce chercheur. En lingua franca, Littré, 1873, Larousse, emprunté au francique, ils disent maréchal, pour dire celui qui est le plus grand qui s'occupe des chevaux. Mais châle vient de cal. On ne disait pas cheval avant, on disait cal comme en romain. On ne disait pas grand, on disait mare, comme les Roumains. Quelle est cette liaison entre les Français, les Italiens, les Espagnols, les Portugais et les Roumains? La langue latine, vous allez me dire à nouveau? Non. Mais cette langue indo-irano-européenne commune. Voilà. Bon, pour clore
parce qu'il faut vraiment que Vidal, analogie du roumain et du provençal, page 22. Un provençal soit allé enseigner sa langue aux paysans des Carpates. Le midi de la France était déjà appelé du nom glorieux de Roumanie dans un édit de Clotaire, nom qu'il perdit pour le changer en celui d'Occitanie. Pourquoi le roumain se ressemble au provençal, catalan, tout le midi de la France, corsique, sarde, sicilien, friulien, toscan. Dans toutes ces régions, on a parlé jusqu'à quelque temps lingua romanesca. Bon, pour prouver toutes ces réalités, on va recourir aux recherches réalisées sous les auspices des universités de Cambridge, Grande-Bretagne, et celles de Californie à Los Angeles. Ensuite, des érudits professeurs universitaires des universités célèbres comme Sorbonne, etc., etc. Le physicien Thomas Young et le médecin Rudolf Virchow qui vont nous amener des preuves scientifiques pluridisciplinaires qui vont mener à des conclusions linguistiques. C'est pour ça que voilà, l'histoire et la linguistique doivent être pluridisciplinaires. Sinon, on ne balle pas sur place. Je n'ai plus le temps, malheureusement, mais j'espère que... Et pour clore, pourquoi le comte d'Haute-Rive, 18e siècle, Félix Colson et plein d'autres, Walter Hoffmann, 1842, ils écrivent tous que c'est le roumain qui est la mère langue, la langue mère de la langue latine. La langue roumaine, la plus harmonieuse et riche, qui a toujours appartenu au peuple le plus multimillénaire et cultivé de la terre. Pourquoi Jacques Goudet affirme que le roumain, c'est tout ce qui manque à la linguistique romanique pour mieux la comprendre? Pourquoi Jean-Claude Bouvier montre que le roumain est encore plus romain, le roumain est encore plus romain que le latin, est la langue la plus latine de toutes les langues latines? Ferdinand de Saussure, cours de linguistique générale. Les problèmes fondamentaux de la linguistique attendent toujours leur solution. Le roumain est la seule langue archaïque et naturelle biologique de l'Europe. Il est le seul qui s'identifie à la langue indo-irano-européenne commune que les savants la recherchent depuis des siècles en vain. Louis de la Vallée-Poussin, Histoire du monde indo-européen et indo-iranien. L'Inde jusqu'à vers 300 avant Jésus-Christ. Paris, éditure de Bocard, 1936, page 9. On va supposer ici, donc ensemble avec Ferdinand de Saussure, Mémoire sur le système primitif des voyelles dans les langues indo-européennes, 1878-1879. Base qui représente le point de départ pour la linguistique actuelle. La langue indo-européenne commune possédait certains sons que toutes les autres langues européennes ont perdu. Une certaine voyelle mal déterminée, susceptible de se confondre avec A et avec I, c'est-à-dire le E, qui existait en indo-européen, la langue primordiale de l'Europe, qui est à la base de toutes les autres langues, et qui se trouvait à l'époque de longtemps en langue roumaine, et qui se trouve toujours dans la langue roumaine du présent. Et donc, si c'est que le roumain qui possède une voyelle, ce genre de voyelle, le E, alors ça veut dire qu'il y a 5 ou 6 millénaires, avant que ces peuples commencent à partir de l'espace commun, primordial, carpatique, danubien, ils sont partis avec la langue, mais au fur et à mesure, ils ont perdu tous ces sons. Surtout tous ces savantasses qui ont détruit la langue
de leur propre peuple, de leur propre pays. Quelle tristesse, quel dommage. Bon, et là, toutes ces preuves. Regardez, pour un seul petit chapitre, une centaine de titres, de sources, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, des cartes, donc pluridisciplinarité et multitude de sources. C'est que comme ça qu'on peut avancer en histoire et en linguistique. J'espère que j'ai réussi à vous convaincre à reconsidérer la linguistique et surtout à tenir compte de tous ces arguments qu'on a ignorés d'une manière volontaire, comme si c'était quelque chose de politique dans toute cette histoire. Bon, je m'appelle Christina Sayar, membre fondateur de la Fondation de Pelasgos, Fondation scientifique et culturelle de Pelasgos, qui ouvre ses portes, pas que aux scientifiques, comme jusqu'à présent faisaient tous les autres académiciens, mais qui ouvre les portes surtout aux passionnés, parce que, comme je l'ai déjà prouvé, c'est surtout les passionnés qui ont changé l'histoire, et non pas les académiciens armés jusqu'aux dents par des diplômes et des certificats qui ont été assis à une table à la table d'une discipline pendant des décennies pour battre le pas sur place. Voilà, les prélates, les aristocrates, ils parlaient une langue latine qu'ils croyaient sortie de la latine classique. Mais en fait, ils parlaient une langue romane, à ne pas confondre avec romaine. La langue romaine, c'est-à-dire latine, était une langue romanique. Bon, on va encore mieux développer ce sujet et on va revenir sur l'aspect selon lequel Rome n'a jamais imposé sa propre langue au peuple qu'elle pillait. Et comme du point de vue de la linguistique romanique, ça serait bien de retenir deux aspects très importants. La notion de romanité a été une notion essentiellement politique et les Romains n'ont jamais assimilé linguistiquement les peuples. Pire encore, ils se considéraient distingués et ils voulaient se différencier des autres. Alors donc, ils n'avaient aucun intérêt à leur apprendre la langue. S'ils voulaient se séparer, se délimiter de ces gens-là en se considérant meilleurs que eux, ce qui est stupide. Mais bon, il y a encore des gens qui répètent obsessivement le prestige de Rome. Quel prestige de Rome? Les Romains n'étaient que des mercenaires qui violaient, qui pillaient et qui parlaient surtout pas le latin. Bon, maintenant je vous laisse. Je vous attends avec des questions. Et je vous attends surtout à me raconter si dans les régions d'où vous provenez, il y a encore des personnes âgées ou des personnes qui connaissent des langues, des local speech, des langues, des dialectes locaux, des dialectes qui seront oubliés malheureusement au fur et à mesure à cause de mass media qui... Et bon, il n'y a pas beaucoup de personnes qui seraient intéressées de les apprendre de nos jours. En tout cas, nous, on a besoin de tout ce qui est glossaire et catalogue de ce genre qui puisse nous faire avancer. Nous, on a, grâce à la fondation de Gundira, la fondation de Pelasgos a obtenu la plupart de toutes ces sources, de toute cette bibliographie impressionnante. Mais tout ce que vous pouvez amener en plus, ça serait extraordinaire pour qu'on avance, pour que les arguments sont déjà impossibles à combattre. Mais ça serait encore mieux de faire plaisir
à ceux qui voudraient contribuer, puisque je vous répète une fois de plus, on s'adresse surtout aux passionnés, puisque là, de nos jours, on fait la science en un seul clic. L'information scientifique peut faire le tour du globe en je ne sais pas quelle langue, et en allant ainsi directement à ceux passionnés qui voudraient en savoir plus. Je m'appelle Christina Sayar. Je vous remercie d'être avec moi, avec nous ici, à chaque fois qu'on en parle de toutes ces choses qui me passionnent. Et je vous attends prochainement à notre prochain épisode en langue française, bientôt aussi en anglais. Oh, qui sait ce que ça va être encore comme nécessité. On essaiera de s'adapter. Merci, bonne lecture et à plus tard. Success. Bye.